Dis-moi. Et le 20 septembre 2002, Alassane Ouattara manque de peu d'être assassiné. C'est vrai qu'il va escalader la clôture de sa résidence avec son épouse pour aller à l'ambassade d'Allemagne. Ou c'est une légende? Non, ce n'est pas une légende. Lui-même, il raconte cette séquence. Ben, ce n'est peut-être pas anecdotique, mais il est intéressant pour lui de raconter cette séquence parce que pour lui, c'était un moment difficile de sa vie, mais c'est aussi pour lui une façon de montrer que arrivé un moment de sa vie, il y avait des gens qui voulaient qui voulaient l'assassiner. Mais c'est ça un peu. Donc voilà pourquoi lui et ses militants, ses partisans, à chaque fois, font mémoire de rappelle cela pour dire pour sauver sa vie, il a été obligé de sauter la clôture et de descendre chez son voisin qui était c'était la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne. A-t-il joué un rôle direct ou indirect dans la rébellion ou a-t-il bénéficié de ses fruits concrètement? Là, assis ici, j'aurais du mal à dire qu'il a joué un rôle important dans la rébellion, ou c'est lui qui l'a insinué, parce que celui qui était le chef de la rébellion l'a dit à plusieurs reprises sur le plateau de télé, sur les chaînes de radio, que Alassane Ouattara avait plus à faire d'entretenir son parti politique que de venir financer une rébellion. Je me rappelle au micro de Alain Foucault sur RFI, Guillaume Soro l'a dit, ce n'est pas Alassane Ouattara qui a financé la rébellion, il n'est pas l'auteur de la rébellion. Le seul responsable de la rébellion, c'est lui, Guillaume Soro. Et à côté de cela, je dis autre chose. On se rappelle encore cette fameuse vidéo du Ekoné Zakaria, qui était l'un des leaders de la rébellion, qui a boaqué, a dit que cette rébellion, ils l'ont faite pour Alassane Ouattara, pour que ce monsieur devienne président de la République de Côte d'Ivoire, pour qu'il soit réintégré dans le jeu électoral. Il a dit qu'il recevait tous les mois 25 millions là où ils étaient au Burkina pour préparer cette rébellion. Donc on a ces deux thèses, on a ces deux énoncés. Ekoné Zakaria, qui est aujourd'hui une personnalité importante dans l'armée ivoirienne, qui l'avait dit, qui était dans la rébellion, qui a dit qu'aujourd'hui on a Guillaume Soro qui était président de l'Assemblée nationale après Ouattara, qui dit aussi que le président Ouattara n'a pas financé la rébellion. Nous sommes au milieu, nous observateurs, on regarde, mais on se dit qu'en réalité, sur la deuxième question, celui qui en a bénéficié des fruits, parce qu'on a vu l'armée de Soro au Golfe Hotel pousser le fer pour que le président Alassane Ouattara rentre en effectivité du pouvoir. Et en 2011, à la suite d'une longue crise post-électorale, il accède à la présidence de la République. Va-t-il consacrer ses premières années en tant que président ivoirien à la réconciliation, comme il a annoncé dans son discours d'investiture? De ma position, il a créé les conditions. Il y a eu le CDVR, la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation, qui a publié son rapport de fin de travaux. On en connaît les conclusions. Ça a été mis au tiroir. Après ça, il y a eu une commission qui a été mise en place pour l'indemnisation des victimes. Il y a eu un ministre de la Réconciliation nationale. Mais pendant cette période aussi, il ne faudra pas oublier que pendant près de 3 ans, un certain nombre toute la direction du FPI, le parti de Laurent Gbagbo, était en prison, je crois, de 2011 jusqu'en 2014. Pendant cette période, un certain nombre de soutiens dans l'armée de Laurent Gbagbo qui ont été emprisonnés. On se souvient encore du général Doboublé qui a été libéré il y a à peine un an. C'est d'abord le temps de la répression. Il y a eu le temps de la répression, il y a eu le temps de la dureté, il y a eu le temps de... En fait, la réconciliation, selon Alassane Ouattara, a ressemblé plus à créer les conditions du calme. Et pour lui, pour qu'il y ait une condition du calme, il fallait que ses adversaires politiques soient d'abord pacifiés. Je pense que c'est ce à quoi il s'est évertué, pacifier son opposition. Et puis, après cela, maintenant, la question de la réconciliation est en train de se construire, en train de se mettre en place. Mais pour l'instant, les Ivoiriens, pendant longtemps, se sont regardés en chaîne faïence. 2010, donc 2011, président. 2015, suite à l'appel d'Aouko, il est réélu président pour un deuxième mandat. Et en 2020, il fait une annonce exceptionnelle devant les parlementaires réunis en congrès
Ayam Sokoro. 8 jours plus tard, en vue de la présidentielle, il désigne Amadou Gon Coulibaly comme le candidat du RHDP. Certains dans son entourage affirment qu'à ce moment-là, il voulait réellement lâcher le pouvoir. Oui, quand on a préparé son dauphin politique, naturellement, c'est que le président Hassan Ouattara avait une volonté réelle de, comme il le dit. Il y a un autre narratif qui tourne, qui circule. Oh non, ça c'est le narratif des complotistes. Mais pour ce que je sais de ma petite situation de journaliste, j'ai eu l'occasion de parler avec des proches de feu Amadou Gon Coulibaly. Le président Hassan Ouattara voulait vraiment quitter le pouvoir, partir et laisser Amadou Gon diriger. Et à la suite du décès de ce dernier, le 6 août, il fera une annonce assez particulière. Cette candidature de force majeure, comme il l'appelle souvent, était-elle aussi la candidature de l'évidence? Est-ce qu'il a hésité un moment? Je pense que le président Alassane Ouattara prend cette décision dans une période, dans une situation, une période difficile pour lui. De tout point de vue, difficile politiquement, difficile sentimentalement, parce qu'il prend cette décision au moment où il perd quasiment son fils. Voilà, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est quelqu'un pour qui il avait beaucoup d'affection et il prend la décision de présenter Amadou Gon comme son successeur dans une période. Il ne faudrait pas que les gens s'imaginent que ça a été facile. Amadou Gon a été combattu par certains historiques. Il y a des gens qui sont partis au sein du RHDP parce que Amadou Gon a été choisi. Donc quand le président de la République prend cette décision, pour ma part, que je juge illégale, ça c'est moi mon commentaire. Il prend cette décision dans une période difficile, dans un moment difficile, qu'il jugera certainement, il fallait qu'il le fasse parce que déjà il sentait qu'au sein de sa famille politique, les choses étaient en train de vriller. Il y avait un risque d'implosion s'il n'était pas... Oui, si ce n'était pas présenté, les factions étaient déjà nées, elles n'attendaient qu'il ne soit pas candidat pour que les velléités arrivent et qu'elles se passent dans tous les sens. Et ça tombe bien, une question d'actualité. Est-ce que c'est ce scénario-là qui le pousse encore aujourd'hui à se représenter? Arrivé à un certain moment... Sans l'excuser. Pour moi, ce n'est pas ce scénario. Parce qu'il n'a pas présenté de dauphin. S'il avait présenté un dauphin qui, posait problème, on pourrait le comprendre. Mais il n'a présenté aucun dauphin. Il a laissé la situation telle qu'elle se présente, de sorte que les différentes factions qui existent au sein de son parti, le RHDP, elles existent encore, sont représentées. Il y a les historiques, il y a les transfuges qui sont venus du PDCI, il y a ceux qui sont venus avec un parti politique qui sont jetés. Donc, du coup, au sein du RHDP, ce n'est pas, je dirais, l'homogénéité des choses. Et quand cela se présente aujourd'hui, moi, je pense que c'est sa volonté personnelle. Le président Hassan Ouattara a choisi de faire un quatrième mandat, comme je le dis, contre la Constitution, mais je pense que c'est son choix personnel. Il n'a pas fait sous pression. C'est son choix personnel. Et qu'est-ce que cela laisse dans son parcours comme empreinte finalement? Lui qui se vantait d'être l'un des chantres de la démocratie. C'est l'une des choses que les Ivoiriens, l'histoire lui reprochera d'avoir critiqué à un certain moment ceux qui s'éternisaient au pouvoir, ou avoir critiqué à un certain moment ceux qui faisaient du pouvoir la gestion d'un clan, la gestion d'une région, la gestion d'une ethnie. Ce sera la tâche qu'il va laisser, je pense, dans son histoire personnelle, et certainement que ceux qui écriront une partie qui écriront sur lui quand il ne sera plus là ou quand il sera plus au pouvoir, révéleront comme un élément qui a entaché le fabuleux travail qu'il a réalisé en Côte d'Ivoire en l'espace de 15 ans, qui a pu donner à ce pays des infrastructures économiques de haut niveau. Lui qui était présenté comme le candidat de la France, 15 ans plus tard, quelles sont ses relations avec l'Hexagone? Présenter Alassane Ouattara comme le candidat de la France, c'est un peu dire
Mais Alassane Ouattara, à un moment où il arrive au pouvoir, il a un de ses amis, qui est Nicolas Sarkozy, qui est à la présidence. Sinon, Alassane Ouattara n'était pas l'ami de Chirac. Chirac ne l'a jamais apprécié, tout le monde le sait. À un moment, même Chirac même a apprécié Charles Konan Banny. Il a préféré Charles Konan Banny à Henri Konan Bédié pendant la période où Laurent Gbagbo était au pouvoir. Donc, il arrive à un moment où Sarkozy est aux affaires et on l'a vu tantôt lors de sa cérémonie d'investiture, Nicolas, les honneurs qui ont été faits. Et je comprends aujourd'hui cette phrase de Laurent Gbagbo à la CPI lorsqu'il ouvre sa bouche. La première fois à la CPI, lors de son audience de présentation, il dit, la première phrase qui sort, il dit, Madame le juge, la France a fait tout le boulot. Merci pour cette transition parce que dans le prochain épisode, on parle du président Laurent Gbagbo. Merci Jean-Paul Leroux, merci à Moustapha Kanté, merci à Emilion pour ce très beau décor.